partir d'aujourd'hui, on est sérieux. Bienvenue à ce webinaire « Compter sur les sentiers, collecte et utilité des données de comptage pour les sentiers de vélo de montagne ». Merci beaucoup de votre inscription. On va laisser rentrer les gens qui sont dans la salle. Donc, voilà, juste m'assurer que tout va bien. Étienne ou Sébastien, vous me faire un pouce en l'air comme vous voyez la présentation? Super, merci beaucoup. Mon nom est Francis Tétrault, je suis chargé de programme au vélo de montagne chez Vélo Québec Association depuis bientôt 10 ans. Je suis aujourd'hui en présence d'Étienne Fauché, consultant client pour Éco-Compteur, et de Sébastien Jubainville, qui est agent de communication et marketing au parc régional de la Rivière-Gentilly. Ça me fait extrêmement plaisir de vous parler aujourd'hui. Donc, pour les gens qui viennent de se joindre à nous, on va faire la période de questions à la fin. On enregistre la capsule pour la rediffuser sur notre site. Donc, si vous écoutez en différé, merci beaucoup de votre intérêt également. Vélo Québec, on est dans le vélo de montagne depuis janvier 2012. On s'occupe de développement et de promotion du vélo récréatif sous toutes ses formes. Moi, ce qui me passionne particulièrement, c'est le vélo de montagne. On est là depuis donc 2012. On fait des projets, des ressources structurantes, création de guides techniques et d'autres, et de l'expertise aussi auprès de municipalités, de la CEPAC et d'autres acteurs du milieu. Éco-Compteur est là. Étienne, depuis quand vous êtes en opération au Québec, Éco-Compteur? Depuis 10 ans au Québec. OK. Et donc, Éco-Compteur, compagnie spécialisée dans les équipements de comptage automatisés, conception, fabrication de compteurs pour piétons et vélos, partenaire des programmes en comptage d'organisation à cyclotourisme également. On travaille avec eux, entre autres, dans le cadre de la Route verte, le projet que vous connaissez bien depuis plusieurs années. Ils ont une approche qui est très orientée vers la donnée. Donc, pour la gestion, la planification de sentiers, on va le voir tantôt, très important d'avoir de la donnée. Comme ça, on peut parler de faits et non d'opinion. Dans cette ère post-Trump, on voit que c'est assez important les faits, donc on essaie de s'organiser pour que vous en ayez un petit peu à partir d'aujourd'hui. Étienne, si tu veux y aller pour la suite, on va y aller avec une partie plus technique pour la présentation. Oui, merci Francis. Donc, ouais, bien content d'être avec vous là, ce soir pour vous parler du comptage automatique, entre autres, sur les sentiers de vélo de montagne. Donc, comme l'a dit Francis, bon, Éco-Compteur, on est au Québec là, depuis 10 ans. On s'occupe donc de la partie Amérique du Nord, mais la compagnie Éco-Compteur, elle, existe depuis 20 ans. Puis, en fait, on a commencé vraiment à compter là, sur les sentiers dans les milieux naturels. C'était vraiment ça le début là, de la compagnie. Donc, ouais, ça, on travaille avec Vélo Québec là, depuis 2 ans maintenant sur ce projet de bourse des compteurs sur les sentiers de vélo de montagne. On travaille aussi avec d'autres organismes comme la CEPAC, Parc Canada, aux États-Unis avec IMBA, que vous connaissez certainement, American Trails, mais aussi bon, à l'étranger. On a des compteurs un petit peu partout, notamment sur des belles pistes de vélo de montagne à Rotorua en Nouvelle-Zélande ou à Zermatt en Suisse. Donc, dans le fond, on a acquis une assez bonne expérience à travers ces années. Puis, l'idée ici, là, ce soir, c'est vraiment de partager les bonnes pratiques et un peu les leçons apprises là, sur le terrain. Donc, on va voir ensemble vraiment pourquoi compter. Donc, il y a vraiment beaucoup de raisons, finalement, qui peuvent nous inciter là, à commencer à compter sur des sentiers. Mais je dirais qu'il y en a, bon, il y a beaucoup de textes et tout ça, là, mais il y en a vraiment 3 principales là, qui ressortent. Donc, tout d'abord, c'est vraiment pour mieux connaître sa clientèle. Donc, une fois qu'on commence à récolter des données sur l'achalandage, on commence à connaître plus les préférences là, de ces usagers. Quels horaires est-ce qu'ils préfèrent? Est-ce qu'il y a des jours de la semaine où ils sont plus présents ou des heures même? Mais ensuite aussi sur les sentiers qui sont les plus utilisés. Ensuite, quand on commence à combiner ou on superpose différents types d'informations comme l'achalandage, mais aussi les types de sentiers qui sont utilisés, on peut commencer à faire ressortir des tendances intéressantes. Par exemple, bon, il y a peut-être plus de personnes sur les sentiers débutants qu'on croyait. Puis, on a aussi des informations sur la direction, par exemple, qu'empruntent les usagers.
Fait que c'est vraiment une panoplie d'informations qui nous permettent de vraiment mieux connaître notre clientèle. Et au fil du temps, c'est sûr qu'avec les semaines, les mois, années qui passent, on commence à faire ressortir aussi des tendances saisonnières, par exemple, et annuelles. Le deuxième élément, c'est du pourquoi on voudrait compter, c'est pour mieux connaître le niveau opérationnel. Donc là, c'est plus comme un peu une introspection, c'est de voir comment est-ce que ça se passe au niveau des heures d'ouverture. Est-ce qu'on est en adéquation avec la demande? Est-ce que le staff, est-ce que les gens travaillent aux bonnes heures? Est-ce qu'il y aurait lieu d'ajuster un petit peu justement ces horaires-là ou les entretiens? Est-ce qu'ils sont en adéquation avec les sentiers, l'achalandage finalement des sentiers? Et il y a aussi tout ce qui peut être modifié, bonifié au niveau communicationnel, là, une fois qu'on a ces informations terrain. Puis souvent, dans le fond, la troisième raison là, du pourquoi, c'est tout simplement là, pour prouver que les gens utilisent les sentiers. C'est ce qu'on voit de par nos conversations avec nos clients, c'est ce qui revient vraiment le plus souvent. C'est tout simplement de justifier qu'il y a des gens qui travaillent, en fait, qui empruntent les sentiers, et puis ça permet de justifier le travail, celui des bénévoles, mais aussi les investissements là, qui sont faits en temps et en argent. Puis une fois qu'on a des données comme ça devient juste plus facile finalement de communiquer là, avec les différents intervenants externes qui ont, dans le fond, un peu une influence là, sur le développement des sentiers, mais qui ne sont pas nécessairement aussi proches que vous sur le terrain. Donc, ça permet de partager là, vraiment des données factuelles finalement. Puis, finalement, ça permet aussi d'étendre avec plus de confiance les communications que vous pouvez faire auprès d'élus municipaux, par exemple, de donneurs de subventions et même de potentiels là, commanditaires. Donc, on pourrait passer... On va continuer avec la prochaine, juste vérifier. J'ai deux écrans, je m'excuse. Yes, OK, parfait. Ah, il y avait une animation. Ah oui, OK, bon, mais voilà. C'est pas grave. Le prochain point, c'est de saisir finalement à quel endroit est-ce que vous voulez compter. Donc, il y a vraiment beaucoup d'options qui sont possibles, mais vraiment, ce qu'on recommande là, tout le temps, c'est vraiment commencer avec l'entrée principale. C'est le point de départ là, de la majorité des sentiers. Ce serait vraiment le meilleur endroit pour installer un premier compteur. Bon, là, je parle de compteur automatique, mais c'est les questions auxquelles on répond, là, le où et le pourquoi. Ça s'applique aussi au comptage manuel, ça s'applique aussi à des sondages que vous feriez là, sur le terrain. Mais vraiment, c'est ça, de commencer à compter sur l'entrée des sentiers. Ça permet vraiment d'avoir un excellent portrait global de l'achalandage. Ça vous permettra ensuite de mettre un peu plus les choses en perspective quand vous compterez là, sur d'autres sentiers. Dans l'avenir, par exemple. Et puis, je voudrais juste mettre l'emphase ici sur le fait qu'on n'est pas obligé d'essayer de compter partout à la fois. C'est vraiment très correct de commencer petit. Donc, c'est pour ça que l'entrée des sentiers, c'est naturellement le bon endroit où commencer, se familiariser avec la technique, avec ce que ça demande comme travail, comme investissement. Donc, ce serait vraiment la recommandation à ce niveau-là. Puis, quelque chose qu'on aime bien dire, c'est donc de ne pas laisser l'envie d'avoir des données parfaites devenir l'ennemi des données. Donc, commencer petit, c'est vraiment parfait. On voit là à l'écran que, on parle, c'est ça, des nouveaux sentiers, ça peut être un bon endroit aussi pour éventuellement se mettre à compter pour essayer d'évaluer l'impact de ces investissements qui auraient été faits. Ensuite, on parle de sentiers fermés pour des travaux ou tout simplement parce qu'il n'y a plus, les sentiers sont trop fragiles. Donc, d'avoir des compteurs à ces endroits-là, ça permet de
vérifier si les consignes sont bien respectées et sinon, à quelle proportion. Il y a combien de personnes qui empruntent quand même les sentiers, même si les communications ont été faites sur le fait qu'ils étaient fermés. Et ça permet par la suite de modifier un peu l'approche, la façon de communiquer là, ces informations-là pour essayer peut-être de mieux cibler. Merci Étienne, on va accélérer le tempo un petit peu pour les suivantes, si c'est possible, messieurs. Oui, ça marche. Donc ensuite, comment compter? Donc, on veut d'abord identifier le pourquoi. Ensuite, étape 2 est évaluer les ressources. Est-ce qu'il existe déjà des données d'achalandage ou de sondage, mais aussi de voir qui va s'occuper du programme de comptage. Ensuite, ce serait d'élaborer un plan, donc identifier où est-ce qu'on veut compter, mais aussi avec quel équipement. Puis ça, on va le voir dans les prochaines diapositives. Ensuite, l'étape 4, ce serait donc la partie qui est vraiment le fun, là, après toute la partie de planification, c'est vraiment l'installation, puis commencer à récolter ces données. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a aussi une gestion là, des données qui vient avec. Là. Une fois qu'on commence à récolter ça, il faut garder un œil sur ce qui se passe. Et puis, c'est en consultant nos données qu'on va commencer à identifier des patterns, des choses intéressantes sur ce qui se passe sur le terrain. Et finalement, l'étape 6, c'est, comme on disait, de vraiment communiquer, partager les données récoltées. Donc, ici, c'est un petit peu un aperçu des différents compteurs qui existent. Donc, on a, dans le fond, des compteurs permanents et des compteurs mobiles. Donc, si on passe à la prochaine, on peut regarder plus en détail les compteurs mobiles. Donc ça, c'est un modèle, c'est la petite boîte grise qu'on voit qui est installée sur l'arbre. Ça, c'est un compteur qui s'appelle le Pyrobox. Dans le fond, l'avantage, c'est que c'est un compteur automatique, donc il va compter 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine et de l'année. Et il est facile, dans le fond, à installer et facile à déplacer d'un site à un autre. On dit que c'est un compteur mobile, mais il y a tout à fait moyen de le laisser installer longtemps au même endroit. Ce n'est pas du tout un problème, puis on va le voir, il y a des gens qui l'utilisent de cette façon-là. L'inconvénient, par contre, c'est que c'est un compteur infrarouge qui va détecter tous les usagers sans distinction entre un cycliste et un piéton. Donc, c'est le désavantage de ce compteur mobile. Pour les compteurs permanents, ce qu'on a, ce serait la prochaine diapositive, c'est un compteur multi. Donc, il a les mêmes avantages finalement de pouvoir compter tous les jours de la semaine. Aussi, il transmet ces données automatiquement sur le réseau cellulaire. Donc, tous les matins, quand vous vous connectez sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, vous avez accès aux dernières données qui ont été collectées la veille. Et lui, ce qui va permettre, donc, c'est vraiment une distinction entre les piétons et les cyclistes. Ce qu'on voit dans le sol, c'est une boucle à inductance qui détecte les vélos, alors que dans le poteau, on a un capteur infrarouge qui, lui, va détecter les piétons. Par contre, l'inconvénient, c'est que lui ne se déplace pas facilement. Donc, il faut juste bien choisir l'emplacement là, au moment de l'installation. En clair, en fait, c'est ça, c'est que le compteur à inductance va sentir le passage du métal qui est contenu dans les vélos. Là. Puis on m'a déjà dit que même les roues en carbone, le petit peu de métal qu'il y avait dedans au niveau des rayons et tout ça, ça fonctionnait. Il va faire la différence avec les humains. Là. Il me dira, Étienne, je ne sais pas si les bottes de construction se feraient détecter, puis peut-être qu'on en manquerait un. Chose certaine, les chevreuils ne seraient pas comptés, seraient comptés seulement par le capteur infrarouge. Ouais. Pour la prochaine diapositive. Donc, ici, c'est, dans le fond, juste pour vous donner un petit aperçu de ce que vous pouvez aller chercher en termes de niveau de connaissance avec les compteurs automatiques. Donc, encore une fois, on n'a pas besoin de voir ça comme quelque chose d'énorme ou un projet à très long terme. Il y a moyen, en peu de temps, en 2 semaines, même, à commencer à faire ressortir des tendances et
commencer à comprendre comment est-ce que les gens utilisent vos sentiers. On parle de 2 semaines parce que, bon, c'est vraiment le minimum, 14 jours pour avoir suffisamment une moyenne qui est plus intéressante, mais aussi avoir 2 fins de semaine parce qu'on sait que c'est les moments de plus grand achalandage. Donc, il peut des fois y avoir la météo là, qui va interférer avec l'achalandage d'une fin de semaine. Donc, d'en avoir 2, c'est plus intéressant. Et plus on les laisse longtemps, c'est certain, plus on va commencer à pouvoir faire ressortir des tendances intéressantes et utiliser la donnée pour, par exemple, justifier des investissements, voir l'effet d'un entretien particulier ou de l'ajout de certains features dans un sentier plutôt qu'un autre. Et bien sûr, au bout d'1 an, on commence à faire ressortir des tendances saisonnières qui sont intéressantes. Et 24 mois, on est capable de commencer à comparer d'une année comparée à l'autre. Qu'est-ce que ça donne? Donc, c'est toujours un peu pour complémenter, c'est toujours un peu selon ce que vous voulez chercher, en fait, puis ce que vous voulez avoir comme effet de la donnée. C'est-à-dire que si vous voulez recommander, par exemple, puis on va y venir un petit peu après, là, mais sur une période de quelques mois, on va pouvoir avoir une idée de l'activité vélo de montagne, par exemple. Mais si dans votre réseau de sentier, il y a du fat bike également, et vous voulez savoir un peu la proportion avec laquelle l'achalandage d'été se compare à celle de l'hiver, bien là, c'est sûr on veut minimum d'un 12 mois pour couvrir la période au complet, puis dans l'idéal, un 24 mois pour commencer à pouvoir établir des tendances. Au niveau ici du visuel qu'on voit, c'est la plateforme d'analyse des données qui est mise à disposition, là, qui vous est mise à votre disposition pour analyser vos données. Donc, ce qu'on recommande ici, c'est vraiment de les consulter régulièrement. Donc, plus vous êtes familier là, avec vos données, plus vos données feront du sens, puis plus elles vous parleront, plus vous serez capable d'identifier des choses particulières qui se seront déroulées sur le terrain. Il faut y aller aussi régulièrement pour rentrer, par exemple, des informations sur des événements spéciaux qui auraient eu lieu au centre pour expliquer qu'il y aurait eu une augmentation d'achalandage ou plutôt une baisse d'achalandage à cause d'une fermeture ou des choses comme ça. La plateforme, elle s'appelle Ecovisio. Vous avez la possibilité de la personnaliser, de faire des graphiques comme ceux qu'on présente en ce moment, et aussi de faire des rapports automatiques là, qui, par exemple, à chaque semaine, vous aurez un rapport sur l'achalandage ou à chaque mois. Donc, c'est un outil intéressant qui vient complémenter puis les compteurs et vraiment vous permet d'utiliser les données au maximum parce que c'est vraiment ça, finalement, qui est le plus important, le plus intéressant. Dans la prochaine diapositive, je vais vous parler rapidement d'un cas de figure. Vous en avez certainement entendu parler, mais les sentiers de vélo-montagne à Bentonville, c'est un projet assez important. Ils ont énormément de sentiers, ils ont 225 km là, au total de single track. Et ils ont investi beaucoup dans les compteurs automatiques. Il faut garder en tête que Bentonville, c'est le siège social de Walmart. Donc, c'est la famille Walton qui ont investi là, massivement dans la qualité de vie dans cette ville-là, comment attirer et retenir des talents du personnel. Et donc, pour eux, c'était vraiment important d'investir dans des compteurs pour pouvoir justifier les investissements faits dans les sentiers et pour communiquer avec leurs différents partenaires. Et ce qui est intéressant pour eux, c'est qu'ils avaient, dans le fond, une impression que leur clientèle venait surtout pour les sentiers avancés. Donc, les gens cherchaient vraiment des sentiers experts, tout ça, très, très avancés. Et suite à la construction d'une nouvelle piste pour débutants, ils ont installé un de leurs compteurs à cet endroit-là pour
avoir une idée de l'achalandage et ils sont aperçus que, comme on voit, dans les 4 premiers jours, ils ont compté là, plus de 3250 cyclistes qui sont passés sur cette nouvelle piste. Donc, ça leur a permis de vraiment changer leur façon de voir, dans le fond, ce que leur clientèle cherchait comme type de piste et d'ajuster finalement ce qu'ils allaient prévoir dans les prochaines années comme développement de leur piste. Ensuite, c'est quelque chose avec lequel on est pas mal tous familiers, mais avec la pandémie, ils ont pu mesurer et vraiment montrer la grosse augmentation d'achalandage qu'il y a eu dans leur sentier. Donc, on le voit, là, c'est que la flèche pointe, là, mars 2020, le début de la pandémie, on a tout de suite vu une grosse augmentation dans l'achalandage de leur sentier. Et quand on comparait mai 2020 avec mai 2019, on a 95 d'augmentation. Donc, ça a presque doublé l'achalandage dans leur sentier. Puis, c'était le fun pour eux de pouvoir montrer les données pour montrer, encore une fois, factuellement qu'il y avait en effet beaucoup plus d'achalandage. Entre autres, tu sais, Sébastien, au parc de la Rivière-Gentilly, bon, vous n'aviez pas de compteur sur une aussi grande période, là, puis on s'entend que dans le cadre de la bourse, c'était quelques mois qui étaient visés, mais est-ce que c'était quelque chose que, organiquement, vous aviez déjà vu dans votre réseau également, cette augmentation-là? Ben oui, c'est sûr. La pandémie a fait que les gens sont restés un petit peu plus au Québec. Ils ont réappris comment je bien ça, à réorganiser leurs priorités, leurs activités. Fait que c'est sûr que nous autres, il y a eu une très, très grosse augmentation au parc. Là, tout de suite après, là, je veux dire, on a été fermés, nous autres, 3 semaines officiellement. Après ça, on a réouvert tranquillement avec base volontaire. Là, mais non, c'est sûr que ça a eu ça a pété. Là, c'est exponentiel ce qui est arrivé nous autres l'année passée. Mais cette année et l'année passée. Là. Donc, on voit là où, tu sais, quand on parle de justifier les investissements ou justifier des mouvements de personnel, puis tu sais, Sébastien va nous en parler un petit peu plus tard avec sa partie. On s'en va de plus large à plus pointu là, dans la présentation, si vous avez vu un peu. Là. On verra tantôt un peu ce que ça signifiait pour eux, mais merci là, j'étais curieux. On se doutait bien parce que c'est le son de cloche qu'on a eu à peu près tous les gestionnaires, puis dans toutes les activités de plein air, en fait, là, rando, escalade et tout compris. Là, donc, c'est le fun de le voir en chiffres pour avoir vraiment une idée de l'ampleur du phénomène. Oui, non, tout à fait. Puis, bon, une autre chose que la Fondation de la famille Walton font avec leurs données, c'est de les communiquer et de les superposer aussi avec d'autres données. Je ne vais pas m'étendre trop là-dessus parce qu'on va en parler plus tard, mais c'est un exemple ici des retombées économiques qui sont en lien avec l'achalandage de leur sentier. Ouais. Et donc, dans le fond, c'est ça pour... Oui, on peut terminer avec la dernière diapositive. C'est simplement une citation d'un de nos partenaires, Erin Rushing, qui est le directeur de NWA Trailblazers à Bentonville, qui revient donc à cette idée de pourquoi est-ce qu'on veut compter? Ben, c'est tout simplement c'est une façon de prouver qu'ils sont utilisés, les sentiers, et puis ben, pouvoir dire, ben, voilà les données. Ouais, elles ont un impact, et puis c'est la preuve c'est ça, qu'il y a des gens qui sont dans les sentiers, qui les utilisent, puis que les investissements ont du sens, puis que le travail des gens ont du sens aussi. Merci, Étienne. Je vais revenir à la présentation précédente, juste la slide précédente, pour attirer votre attention sur un élément en bas à droite. En 2017, la pratique du vélo a engendré 137 millions de dollars de bénéfices pour la région. C'est sûr que ce n'est pas le fait d'installer des compteurs dans des sentiers qui va vous donner cette info-là. Par contre, puis on va en parler tantôt, mais lorsqu'il y a des programmes, des interceptions et des sondages qui sont cumulés à ça, on peut ensuite faire de l'extrapolation puis calculer avec des calculs savants tout ce qui est la retombée économique. C'est l'espèce de licorne qu'on court après un peu tout le monde pour justifier tout ce qu'on fait comme développement. Donc, intéressant. Merci beaucoup, Étienne. Pourquoi comptage manuel rapidement? On veut valider les comptages électroniques. Là, on a parlé beaucoup de compteurs avec des options automatisées. Il ne faut quand même pas négliger le comptage manuel.
la bonne vieille façon. On peut l'utiliser de deux façons. Donc, valider les comptages électroniques et en plus ajouter des informations plus qualitatives. Mais c'est Il n'y avait pas du step à soir? Je ne sais pas, on semble être... Il y a quelqu'un qui a accroché son bouton. Ouais, on va muter ça, merci. Je suis désolé. Donc, voilà. Donc, on peut en profiter pour réaliser des interceptions, là, des enquêtes. Donc, avoir une idée d'âge, sexe exactement, provenance, habitude, intérêt. Ça nous permet d'extrapoler un petit peu les données en utilisant aussi des données de comptage automatique. Lorsqu'on va installer le compteur automatique, on veut aussi pouvoir faire un étalonnage ou une calibration, en tout cas, et on va comparer nos données de comptage manuel avec ça. Ça se fait d'ailleurs sur la route verte aussi à plusieurs endroits. Donc, il y a comme 14 ou 17, je ne me rappelle pas, je n'ai pas vérifié, je suis désolé, mandataires de la route verte qui vont faire des comptages soit automatiques et manuels sur leur réseau à diverses occasions dans l'année. Et ça nous permet de dégager des tendances sur l'utilisation du réseau également. Et de faire des recherches comme l'état du vélo, entre autres. Bon, est-ce que j'ai deux? Voilà. Donc, comment faire les comptages manuels? En fait, on va diviser selon ce qu'on veut, selon notre objectif poursuivi. On va avoir un ou plusieurs bénévoles qui connaissent bien le réseau, hommes et femmes. Pourquoi je dis hommes et femmes? Des gens qui ont de l'entre-gens en présentation, tu sais, des gens qui se présentent bien. Ce n'est pas tous les cyclistes qui sont habitués de se présenter dans un réseau et d'avoir quelqu'un qui leur pose des questions. Donc, juste pour, tu sais, c'est le fun que les gens soient un petit peu à l'aise socialement puis accessibles. Puis des fois, des femmes ne voudront pas nécessairement parler à des hommes qui les interpellent à l'entrée des réseaux et inversement. Donc, c'est le fun d'avoir une équipe variée. On va choisir l'emplacement. Donc, idéalement, un étalon ou en tout cas au même endroit qu'un compteur pour avoir une donnée comparative, une base de comparaison. Et ensuite, selon nos autres besoins, comme ce qu'Étienne présentait pour la famille Walton, où il voulait vérifier l'achalandage de sentiers plus débutants, on peut aller les placer à d'autres endroits selon nos besoins et selon nos objectifs aussi. Les outils, c'est assez simple, là, puis on a tout ça sur notre site web, sauf le petit cliqueur lui-même, à défaut de, je ne sais pas comment ça s'appelle, autre qu'un cliqueur. Google m'a dit que c'était cliqueur, en tout cas. Il y a des feuilles de comptage, des grilles Excel pour la compilation, donc c'est manuel beaucoup. Là. On va cliquer les gens qui passent. On va avoir une feuille où on va noter le nombre de passages par tranche de 15 minutes, une demi-heure, tout ça, une heure, dans l'intervalle donné. Donc, on peut vouloir avoir deux équipes peut-être qui se relaient pour couvrir 8 heures dans notre journée, par exemple. Donc, on va procéder comme ça. C'est assez simple. Et on compile tout ça avec une grille Excel qui, elle, va nous permettre un peu à la façon de la plateforme Ecovisio, de façon manuelle, de pouvoir ensuite produire des graphiques et tout ça. C'est un petit peu plus long. Donc, si on a du bassin de bénévoles à proximité disponible, ça peut être une belle addition. Pas toutes les gens, les organisations qui ont nécessairement des budgets pour se procurer des équipements de comptage, ça on le comprend bien. Ensuite, les outils, comme je disais, les outils sont disponibles, la méthode, il y a un document PDF qui explique comment faire les comptages. On a la grille de comptage manuel en tant que telle, que vous pouvez imprimer directement. Puis vous avez la grille de compilation Excel avec déjà les formules rentrées pour produire des graphiques dedans sur la base des tableaux remplis. Tout ça, c'est sur notre site de Vélo Québec, dans la section boîte à outils. Il y a une fiche qui s'appelle comptage. Je crois que ça s'appelle comptage ou comptage manuel. Il faudrait vérifier. Le lien est en bas. Vous allez avoir accès à la présentation, faites-vous-en pas. Il y a des documents en bas, à droite, en bleu, que vous pouvez aller télécharger. Ensuite, je voulais vous parler rapidement de ce qui se fait sur la route verte, parce que ça fait quand même depuis plusieurs années. Il y a des comptages annuels, automatisés et manuels. Donc, Vélo Québec agglomère les données, ça nous permet d'établir l'étalon au niveau québécois. Et disons qu'il y a des organisations qui ont moins de ressources, là, ils se réfèrent au comptage manuel. Puis à ce moment-là, on peut comparer les journées de comptage manuel avec les journées de comptage automatique qui ont été faites dans d'autres régions pour pouvoir extrapoler, là, basé sur la tendance générale. Donc, ensuite, ça nous permet de faire des rapports de comptage uniformisés avec le même gabarit qui permettent de comparer entre eux les réseaux, qui permettent de légitimer la pratique et les investissements au niveau du développement de l'entretien, puis aussi de rendre compte à nos investisseurs quand c'est le cas. Les avantages au niveau de la gestion des réseaux en tant que tel, disons plus aspect administratif, là, au niveau de la promotion, c'est le fun de pouvoir parler de son centre. Sébastien va nous en parler un petit peu tantôt. Représentation politique. C'est beau de dire à la mairie de notre municipalité, notre projet est super populaire, puis on voit de l'augmentation de l'achalandage depuis les dernières années. On a besoin de plus d'argent pour livrer un produit sécuritaire. Mais là, on peut s'appuyer là-dessus.
on peut ensuite appuyer nos demandes de financement avec ces données-là pour dire, bien, voici pourquoi on pense qu'on mérite du financement pour ce beau projet-là qu'on vous présente versus un autre projet qui peut-être a moins de données. Vous seriez surpris de l'effet que ces données-là peuvent avoir sur des comités d'évaluation. Lorsqu'on sait qu'il y a déjà quelque chose qui se passe à un endroit et qu'on va encourager ce projet-là, ça va parfois appuyer un peu les candidatures. Donc, au niveau des calculs de retombées économiques, comme j'expliquais, en conjointement avec des interceptions, ça demande, c'est pas simple, là, ça demande une extrapolation, puis parfois même un accompagnement professionnel. Et là, je pense que, si je me rappelle bien, c'est la prochaine, ou exact. Planeur Citadelle, en 2019, on fait une étude de retombées économiques pour le réseau du Chanteclair. Ceux qui ne connaissent pas le réseau, c'est un réseau qui vit sur un accord verbal avec un propriétaire. Le propriétaire a avisé la municipalité qui voulait commencer à développer des condos sur le terrain. Donc, il allait avoir éventuellement une perte du réseau de sentiers sur lequel il y a une grosse communauté qui travaille depuis très, très longtemps. Puis c'est plus large que la ville de Chanteclair, de Citadelle. Il y a des gens d'ailleurs qui vont là-bas. Et là, avec cette étude qui a été menée par la chaire de tourisme Transat de l'UQAM, donc c'est un mandat qui a été confié à la chaire. Et on n'a pas accès aux données, là, soit dit en passant, c'est un mandat privé qui a été donné. Là. Les données qui ont été utilisées pour de multiples projets ont, entre autres, appuyé les levées de fonds et les demandes de subventions de la ville de Saint-Adèle pour l'acquisition du Mont-Loup-Garou, qui est le réseau qui va remplacer à terme le réseau du Chanteclair. Les autres qui ont établi qui avaient des retombées économiques pour la région d'environ 3 millions de dollars par année pour un réseau qui, de mémoire, est autour de 35-40 km de sentiers. C'est quand même pas négligeable, une petite ville comme Citadelle, là, qui génère 3 millions de retombées dans une région comme les Laurentides, qui n'est pas une région riche, on va se le dire. Donc, c'est assez important. Là. Puis tout ça grâce à des bénévoles, qui a un protocole de comptage manuel, celui-là, avec des interceptions qui a été mené pendant, je ne sais pas pendant combien de temps, mais c'était certainement plusieurs fins de semaine là, pour pouvoir dégager des tendances. Forcément, parce que le comptage manuel se déroule juste dans une petite période, on a besoin d'en faire plus à long terme pour avoir vraiment une plus grande qualité, une représentativité de notre donnée, ce que va nous donner le comptage automatique qui, lui, compte à tous les jours. Pour la gestion des risques aussi, c'est assez important, puis ça, c'est un sujet qui est assez actuel, disons, avec les problématiques d'assurance qu'on vit présentement. Au niveau de l'identification des risques, quelqu'un qui a un sentier, un compteur ou qui fait des comptages, peu importe, qui compte à son entrée de réseau, il va aller compter dans son secteur plus avancé, par exemple, va être capable de pouvoir avoir un pourcentage de son achalandage total qui fréquente les sentiers experts. Pourquoi c'est important? Je repense à l'exemple de Walton et de la famille de Bentonville, en Arkansas. Eux autres se sont rendus compte que finalement, une fois qu'ils ouvraient des sentiers débutants, il y avait plus d'achalandage en termes de volume par journée qui se faisait dans des sentiers débutants. Et donc, par la force des choses, il y avait moins de gens en pourcentage de pratiquants dans le réseau qui allaient utiliser les sentiers avancés où le risque est peut-être un petit peu plus important, alors qu'eux sont peut-être mieux préparés aussi pour le risque. Il y a ça. Donc, puis il y a aussi le nombre de cas d'accidents par le volume d'achalandage lorsqu'on récolte ces informations-là. Pour le moment, ce n'est pas beaucoup le cas. Là, je ne rentrerai pas là-dedans, mais on a des projets avec la création de notre réseau national qui commence à peine à être une réalité, là, où on veut proposer des outils uniformes et automatisés informatiques pour les déclarations d'accidents. Je vous en parlerai plus tard de ça, ça n'a pas rapport au sujet d'aujourd'hui. Mais pour les périodes d'affluence, c'est important pour les organisations qui n'ont pas des gros moyens pour identifier les moments où la patrouille est requise. Donc, plus il y a là, je parle de patrouille, là, par exemple, premiers soins, puis intervention, ce genre de choses-là, plus il y a de gens dans le réseau, plus on peut se dire qu'il va y avoir une probabilité qu'il y aura éventuellement des cas de figure où on a besoin d'appeler la patrouille. Et donc, peut-être que ça peut nous servir également. Il y a des compteurs où, si on met, par exemple, 2 compteurs, un à la suite de l'autre, on peut même avoir la direction des cyclistes. Donc, à ce moment-là, on peut choisir on se pose des questions dans le layout de notre réseau à savoir est-ce que ce sentier-là, vraiment, est utilisé pour des gens qui descendent parce que ça ferait bien qu'on puisse le désigner comme sentier de remontée, par exemple, pour accéder à un autre secteur. Bien là, avec la donnée, vous pourriez savoir dans quel sens la majorité des gens utilisent. Donc, c'est un aide à la décision, peut-être dans certains cas, la donnée de comptage en général. Pour l'aménagement et l'entretien des sentiers, ça nous permet évidemment de planifier les travaux selon les conditions de météo, où il y a des pistes qui vont être ciblées comme étant plus fragiles. On peut savoir un peu
versus l'affluence, quand est-ce qu'on va avoir besoin de faire de l'entretien. On peut aussi modifier notre réseau selon l'affluence, comme je disais, d'avoir une nouvelle piste de montée dans un secteur qui est un petit peu achalandé, où on a des craintes au niveau de la diversité ou la diffusion de nos adeptes dans notre réseau. On peut avoir, par exemple, l'info comme quoi une nouvelle piste qui descend dans un secteur qui est déjà populaire pourrait être nécessaire quand il y a un gros volume d'affluence. Donc, plus il y a de gens qui passent dans un laps de temps court, plus il y a de chances qu'éventuellement, quelque part dans le sentier, il y en ait un qui ralentisse, s'arrête ou qui soit plus rapide, puis que là, on commence à se rencontrer. Donc, c'est un élément qu'on peut déterminer avec des données de comptage. Peut-être au niveau du niveau de service aussi. Si on se rend compte qu'il y a un de nos secteurs qui est moins populaire. On avait des sentiers qui étaient là depuis 20-25 ans, ils étaient corrects, ils étaient le fun, mais là, on a fait un gros développement. Nos nouveaux sentiers plaisent à une grosse partie des usagers. Là, on se demande à quel point on devrait donner des services, de la patrouille, n'importe quoi à l'entrée de différents secteurs. Bien, c'est encore là une aide à la décision d'avoir de la donnée de comptage à ce niveau-là. Donc, depuis 2 ans maintenant, on a un programme de bourse avec Éco-Compteur. Très, très heureux de cette collaboration-là qui s'est faite très facilement. Et le fait que votre ancien directeur soit maintenant notre nouveau directeur n'a rien à voir dans l'histoire, mais c'est quand même un beau clin d'œil. Ceci dit, très heureux du partenariat. Éco-Compteur nous prête grosso modo 2 boîtes Pyro, là, les compteurs infrarouge pour une durée de 6 mois. Donc, on est capable d'installer en début de saison, puis on couvre jusqu'à... C'est 6 mois ou c'est 3 mois, Étienne? J'ai comme un blanc. 3 mois. C'est 3 mois, pardon. Oui, merci. Il y a eu une coquille ici, elle sera corrigée avant de mettre ça en ligne. Et donc, ils vont accompagner aussi les gens qui se méritent la bourse, donc au niveau de conseils, d'expertise pour développer le programme de comptage. Donc, on peut poser des questions. À quoi vous voulez que ça serve? Comment on peut faire avec les 2 compteurs pour faire ça? Puis qu'est-ce qu'on vous propose? Après, vous êtes libre de décider. Il y a l'accès à la plateforme d'analyse de données également. Donc, la première bourse a été remportée en 2020 par Vélo Saint-Félicien, l'an dernier avec le parc régional d'Arrivière-Gentilly. Et si je ne m'abuse, je crois que c'est le segue vers le segment de notre ami Sébastien qui va nous parler un petit peu plus de ce qu'ils ont fait avec la bourse et avec les compteurs cette année. Yes. Sébastien, c'est à toi. Oui, donc, comme présenté, Sébastien Jumainville, je suis l'agent de communication au Parc de l'Arrivière-Gentilly. L'an passé, cette année, en fait, on a été les récipiendaires justement du 3 mois. C'est pour ça que j'ai l'air de voir si c'était 6 mois ou 3 mois, savoir si on n'avait pas un 3 mois de plus qu'on aurait accès. Mais ça, c'est une autre histoire. Nous autres, on a été créés en 92. Parc était d'abord reconnu pour la pêche. C'est drôle à dire, mais c'est ça que ça a été. Dans les années 2000, un réseau de vélos de montagne qui a été créé. Là, on est rendu avec 9 sentiers, 30 km. On a des niveaux vraiment de tous les styles. On parle vraiment de la pump track au niveau familial, au niveau avancé. En hiver, on a aussi le fat bike, un petit peu moins de sentiers. On a environ entre 18 et 20 km de sentiers de fat bike. Encore là, vraiment de niveau familial à avancer. Pas de montagne, mais un dénivelé qui va à peu près à 50 mètres, ce qui veut dire qu'on a beaucoup, beaucoup de dénivelé. Fait que c'est quand même très challengeant pour les gens qui viennent chez nous. On fait la location en plus de vélo montagne et de fat bike. On a à peu près 40 unités de chacun, autant dans le fat bike que dans le vélo de montagne en location au parc. Pourquoi justement, c'est quoi l'objectif, nous autres, de faire ça? Mais Étienne et Francis ont pas mal fait le tour, mais c'était quand même ça. Nous autres, on voulait, à prime abord, vraiment gérer la sécurité des usagers, dans le sens que, en sachant où est-ce que les gens allaient, sachant l'achalandage de chaque sentier, mais on savait un petit peu plus où mettre du temps, où mettre de l'énergie. Parce qu'on ne se le cachera pas, là. Je pense qu'on est tous dans le même problème de la pénurie de main-d'œuvre. Des employés, on n'en a pas plein. Fait que quand on les met à des places, on essaie que ce soit le plus stratégique possible pour ne pas donner des coups de couteau dans l'eau, des coups d'épée dans l'eau, comme on dit, là. Fait que, il y avait ça. Ensuite, il y avait, pour justifier l'acquisition de nouvelles terres, parce qu'on a plein de terres autour de nous autres, question de pouvoir soit agrandir, dédoubler des sentiers, mais encore là, on est sur un réseau protégé, on est sur des terres protégées, donc ce qui fait qu'on ne peut pas non plus déterrer ou ouvrir ou agrandir des pistes comme on le veut. On n'a pas le choix d'arriver avec des faits établis, comme quoi que justement tel passage était rendu trop dangereux, trop achalandé, et ainsi de suite. Fait qu'on ne peut pas juste dire on veut agrandir pour agrandir. Nous autres, avec autant le gouvernement que les MRC ou quoi que ce soit, ça prend des preuves concrètes. Donc,
L'éco-compteur, c'était parfait. C'était pas juste un fichier Excel qu'on a monté nous autres et qu'on peut, à la limite, là, fausser un peu. C'était des vraies données qui nous ont aidés. Ça justifie aussi la construction d'une passerelle parce que sur le Grand Tronc, qui est une jonction, si on peut dire, entre Sainte-Marie de Blandford et Sainte-Gertrude. Il y avait un pont dans le temps qui a été détruit à cause qu'il était trop dangereux. Là, nous autres, vu l'achalandage qui a augmenté énormément, comme Francis disait tantôt, là, on a eu une hausse de pas loin de 40 là, de 2019 à 2020. Et de 2020 à 2021, on n'a pas encore tout à fait fini l'année, mais on s'enligne pour un autre 15-20 d'augmentation. Fait que, ça n'arrête pas. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui viennent. On est en train de travailler pour faire la passerelle justement qui ferait la jonction entre les deux villages. Donc, ça nous permettait de voir encore là combien de personnes se rendent jusque-là pour pouvoir permettre de faire ça. Ça nous aide pour les subventions, comme je disais tantôt, autant au MRC qu'avec le gouvernement, qu'avec le ministère, d'avoir des études concrètes, des chiffres concrets. Ça avance énormément, énormément. Et dernier point, comme je disais tantôt, on est sur une terre protégée. Donc, ça nous permet la protection et l'équilibre de l'écosystème, en sachant justement qui est où, comment protéger certains sentiers en les dédoublant ou pas. Ça nous a beaucoup aidé par rapport à ça. Sébastien, juste avant de passer à la prochaine, juste revenir sur le point 3, là, quand tu parles de la construction de la passerelle sur le Grand Tronc, est-ce que le fait qu'il n'y a pas de passerelle présentement causait des problèmes ou c'est quoi parce que je comprends que le fait de construire une passerelle, c'est pas donné, là. Donc, c'est quoi l'enjeu, en fait, autour de ça? En fait, il y avait à Sainte-Gertrude, avant, il y avait un camping équestre, le fameux camping équestre de Sainte-Gertrude qui a été fermé pour des raisons de CPTAQ, ça n'a pas rapport avec le vélo ou le parc, quoi que ce soit. Mais le Grand Tronc, comme je dis, c'est vraiment un sentier, je dirais, d'à peu près une quinzaine de pieds de large qui est sur relativement plat. Il y a des dénivelés, mais qu'il n'y a pas d'écorce, il n'y a pas de racines, il n'y a pas rien. C'est vraiment plat, c'est une poussière de roche qui joint les deux villages de Sainte-Gertrude et de Sainte-Marie. Nous autres, le parc, on est situé à Sainte-Marie. Puis cette passerelle-là, oui, elle nous permettrait, d'agrandir les sentiers, parce que de l'autre côté de la rivière, là, il y a la possibilité d'agrandir les sentiers. Il y a la possibilité de réouvrir peut-être. Là, c'est tout le temps dans l'éventualité, puis c'est sur papier seulement, là, mais d'avoir une autre offre de service à Sainte-Gertrude, ce qui pourrait, oui, donner beaucoup. Parce qu'il y a bien des gens qui sont de Sainte-Gertrude qui ne veulent pas nécessairement tout faire le tour pour venir jusqu'à Sainte-Marie. Donc, cette passerelle-là ferait que oui, ça ferait un beau joint entre les deux municipalités. Puis nous autres, c'est ça va agrandir énormément. Puis beaucoup de gens aimeraient ça justement, partir directement de Sainte-Gertrude au signaleux des employés. On a des employés qui sont à Sainte-Gertrude que pour eux autres, ce serait bien plus simple de passer par une passerelle que de faire le grand tour par la grande route, puis ainsi de suite. Puis l'hiver, on sait comment c'est les routes au Québec, donc pas tout le temps évident. Donc oui, nous autres, ça aurait des retombées énormes là, si la passerelle finit par voir le jour ski. On croise les doigts et sur le point de peut-être se concrétiser. À suivre. C'est sûr que la façon que vos sentiers de fat bike sont aménagés, c'est probablement plus sécuritaire de passer par les sentiers que de passer par la route. Effectivement. On va continuer sur la suite, mais non, super beau réseau là-bas. Donc, l'emplacement, tantôt comme Étienne parlait, là, je résume un petit peu ce qu'il disait, je répète un peu ce qu'il disait, mais c'est pour vous dire que c'est du concret, ce qu'il disait, c'est vrai. Nous autres, ce qu'on a fait, les points qu'on a fait, nous autres, on a fonctionné avec 2 éco-compteurs. On en avait un qui était fixe, qui était vraiment à l'entrée où est-ce qu'on voit justement le magnifique travail d'Étienne qui est en train d'installer à ce moment-là l'éco-compteur à l'entrée, dans le fond. La petite passerelle qui est là, c'est une petite passerelle qui mène justement sur le Grand Tronc. Là, je dirais que la majorité de nos sentiers de vélo de montagne commencent là. On en a 2 autres qui ne passent pas par là, mais la majorité est là. Donc, on en a mis un fixe qui était là tout l'été, les 3 mois qu'on l'a eu. Et on en a eu un qui a été mobile, que lui, on a promené. Comme vous pouvez voir, on l'a mis à l'intersection de certains sentiers qu'on croyait plus achalandés pour voir un petit peu justement l'achalandage qu'elle allait avoir. On l'a promené ensuite près de la Palm Track pour voir justement les jeunes, parce que la Palm Track et le Sentier 21 sont vraiment les sentiers familiaux. Donc, c'est là qu'on voulait voir aussi, ils sont utilisés. C'est même beau d'avoir un sentier familial. Il est très court, il fait peut-être 1,2 km, le Sentier 21, mais il est utilisé. Puis à quelle fréquence il est utilisé, et ainsi de suite. Donc, c'est les 3 places qu'on a mis. On avait vraiment une place à l'entrée des sentiers, une place qu'on a promenée pour analyser justement si tout répondait comme il faut à ce qu'on pensait, et le même compteur qui était mobile, qu'on appelait nous autres. Vous allez voir tantôt dans les graphiques, là, il y avait le Rivière-Baudet qui était où est-ce qu'Étienne est en ce moment à l'entrée, et il y avait le compteur mobile que lui, on a promené un petit peu plus. Là.
Puis le mobile, Sébastien, vous l'avez bougé à peu près combien de fois sur le 3 mois de Je te projet? dirais que le premier 6 semaines, il a été à l'intersection des sentiers 3 et 4. Ensuite, là, on l'a repromené un petit peu parce qu'au début, encore là, comme je disais tantôt, faute de main-d'œuvre, ça a comme. La fois, c'est Catherine Bolduc, qui s'occupait de recueillir les données au parc. Elle a fait une job parfaite pour ça. Mais à un moment donné, de commencer à tasser puis de dire où est-ce qu'on va le mettre. Là, c'était de trouver quand, où, comment. Puis on a eu quand même un été très achalandé. Fait qu'on a passé le premier, comme je dis, 6 semaines, sinon 2 mois à l'intersection. Puis le dernier stretch, là, on l'a emmené au Sentier 21 et à la Pump Track. Donc, j'ai un 2 tiers à peu près. Là. Excuse-moi, j'avais un message en bas. Yes. Donc, OK. Merci pour les précisions. Ça m'aide beaucoup. Good. On va aller vers une partie un petit peu plus graphique là, qui ont été extraites de la plateforme d'éco-compteurs. Donc, en gros, c'est ça. C'est juste pour vous montrer, c'est pas de calculer, c'est pas de se comparer parce que je pense pas qu'un parc ou un réseau peut se comparer à l'autre. C'est tellement différent par rapport à la grandeur des sentiers, à la beauté, à il y a un paquet d'affaires qui peut jouer. C'est juste pour vous montrer vraiment comment c'est précis, à quel point c'est précis. Là, voyez-vous, on a vraiment les passages par semaine. On peut voir justement que nos 2 plus fortes semaines ont été évidemment vacances de la construction, comme à peu près tout le monde, j'imagine. On les voit en plein milieu. La dernière de juillet et début à août, ça a été vraiment là, nos gros pics. Les autres, début de l'été, début des vacances, quand l'école finit. Fait qu'on le voit vraiment là. C'est super le fun pour ça par rapport à l'éco-compteur. Ça nous permet justement certains trucs. Ensuite, si on change la slide, on peut le voir aussi par jour. Là, à ce moment-là, par jour, là, en passant, juste pour, j'imagine que vous avez compris, mais le bleu foncé et le compteur à l'entrée des sentiers et l'orange était le mobile. Donc, c'est sûr que l'orange automatiquement, il y en a moins parce que, bon, ça se split après. Donc, là encore, là, on peut voir les gros pics, on peut voir les grosses journées. Quand est-ce qu'ont été les grosses journées? C'est sûr que, on ne se le cachera pas, les fins de semaine, tout en plus de monde. Donc, c'est hyper bien fait. Le site, très facile à comprendre. On peut sortir à peu près les données. Là, c'est certaines données qu'Étienne et son équipe ont sorties pour nous autres. Mais tu sais, je pense qu'il n'y a pas rien qui ne se sort pas par rapport aux données. Ce que vous voulez, l'heure, n'importe quoi, fait que c'est super bien fait. Ça, c'est par jour, tout simplement. Si on va à l'autre, là, il va avec le profil quotidien. Vraiment, on peut voir que le samedi, c'est là que ça se passe. Dimanche, un petit peu moins. Fait que, étrangement, puis curieusement, on aurait pensé dimanche quand même bien. On voit que le vendredi, dimanche, ça ressemble beaucoup. Mais ça l'aide aussi pour bien des trucs. On continue. Ça, c'est juste encore là, c'est du blabla vite fait. Changer moi aussi, excusez. Profil horaire. Ça, c'est, je dirais que peut-être ce qui nous a aidé le plus dans notre cas. Parce que comme je vous disais avant, vacances à construction, on s'en attendait. Les samedis, on s'en attendait. Ça va de soi. Ce qui nous a aidé beaucoup, vraiment, le profil horaire. Profil horaire, ce que c'est, ça dit vraiment les heures que le monde ont passé. Parce qu'encore là, nous autres, au parc, on a quand même au-dessus de 80 espaces de camping et chalets. Fait que la fin de semaine, des fois, il y en a qui arrivent le vendredi, ils restent jusqu'au dimanche. À partir de là, eux autres, quand est-ce qu'ils sont allés, comment ils sont allés, on n'a plus aucun contrôle là-dessus à part du fait qu'ils sont rentrés le vendredi. Fait que, ils sont allés le matin, 1 fois, 2 fois, 5 fois, 15 fois, on ne sait pas. Ça nous a permis vraiment de voir. Puis comme vous voyez, de 9 à midi, c'est là que ça se passe. Ça nous a surpris beaucoup parce qu'on pensait beaucoup avoir en après-midi des gros rushs. Ça, ce que ça nous a permis, écoutez, on va en reparler un petit peu après, là, mais c'est juste pour montrer qu'encore là, on voit le côté, puis autant sur le mobile que sur celui de la Rivière-Baudette, c'est vraiment de 9h à midi, 1h, mettons les gros pics. Après ça, oui, des fois, il y avait des petites. Ça alternait un petit peu, mais le gros pic était là. Puis ça, c'est vraiment d'une moyenne, comme vous voyez, là, c'est du 4 juin au 26 septembre. Fait que c'est pas une journée, c'est ce qui est le fun aussi, comme Étienne disait. L'avoir sur 2 semaines, bien, c'est mieux que rien, on va se le dire. L'avoir à long terme, comme nous autres, 3 mois, ça permet vraiment d'échelonner de façon plus précise un peu. Fait que là, on parle vraiment de sur 3 mois, plus ou moins, le pic était tout le temps des mêmes heures. Ça ne ment pas. Là. Ça, là-dessus, c'est pour ça que je vous dis que ce côté-là ne ment pas et nous a aidé énormément. Si on voit l'autre. J'ai pris des notes. En tout cas, pour ma prochaine visite, je vais y aller samedi vers à peu près 1h à peu près. Ça va être tranquille. Exact. Donc, c'est ça. Là où est-ce que je voulais emmener les outils stratégiques par rapport à ça, côté marketing. Nous autres, à partir de là, c'est là qu'on voulait le faire parce que on sait que chaque usager a ses préférences.
quelqu'un qui veut venir justement avec les fins de semaine, quelqu'un qui vient au parc camper, ça, on ne peut pas rien faire. Il est là toute la fin de semaine, il vient là quand il voudra. Mais nous autres, quand ça a été le temps de faire des promotions à partir de là, quand c'était, on a beaucoup d'écoles, on avait beaucoup de camps de jour, on avait beaucoup de groupes, autant corporatifs, parce que cette année, on pouvait recommencer à accueillir un petit peu les groupes, avoir des petits rassemblements. Mais ça nous permettait de savoir OK, l'avant-midi, on ne les mettra pas là. Ça ne sert à rien d'amener un groupe en plus de 60 élèves au travers du nombre d'usagers. Fait qu'on était capable de pouvoir gager. On a vu, comme vous avez vu dans les statistiques, que le dimanche, beaucoup plus calme. Donc, ça nous permettait de faire des promotions le dimanche pour, attirer les gens, première des choses. Puis, deuxième des choses, mais ça nous permettait d'éviter d'overloader, excusez l'anglicisme, mais d'overloader les filles à l'accueil. Parce que, comme j'ai dit tantôt, pénurie de main-d'œuvre, c'est pas tout le temps évident d'avoir du staff à l'accueil qui accueillait tout le monde. Fait que d'avoir des gens, ça nous permettait d'avoir les statistiques, excusez, ça permettait justement de mieux gager un petit peu ça. Donc, moi, ça me permettait, en tant qu'agent de communication marketing, de faire mes invitations au bon moment, sans qu'il y ait de frustration, parce qu'encore là, vous invitez du monde, vous faites des promotions, puis ça commence le samedi matin, c'est déjà plein. Ça peut créer des frustrations, soit par l'attente, par rapport au sentier. Vous êtes expert, puis vous suivez une petite famille, pas le fun. Ça a un paquet, c'est un effet domino qui peut être très grand, qui nous a aidé beaucoup. Donc, ça nous permettait de faire ça, savoir quand venir rouler, comment rouler, à quelle heure venir rouler, pour pouvoir appliquer justement les promotions, puis surtout indiquer aux gens là, un petit peu c'est quand l'idéal pour éviter des frustrations pour tout le monde. Puis, en plus, comme tout est dans tout, ce que tu nous nommes là, avec, par exemple, ton exemple de groupe, disons, scolaire, là, l'école, le camp, d'avoir une décision consciente de l'organisation, de dire on ne va pas les mettre dans le trouble en les envoyant pendant que c'est notre pic d'affluence, par exemple. Ça, c'est des éléments que quand on n'y pense pas de le dire, mais quand on en fait état à notre assureur, par exemple, ils disent oui, OK, bon, ben super, fait que vous êtes responsable, vous travaillez en gestion des risques à diminuer les probabilités qu'il y ait un incident qui se passe. Ça a l'air niaiseux que j'en parle parce que là, je suis beaucoup là-dedans ces temps-ci. Les compagnies d'assurance nous disent on n'est pas convaincus qu'ils sont bons gestionnaires, mais pourtant, regarde, tu nous en fais la démonstration aujourd'hui, vous êtes à votre affaire, puis vous avez pris des décisions conscientes pour que l'expérience de tout le monde soit bonne, que ça soit sécuritaire en plus. Donc, il faut aller un petit peu plus loin à juste le mentionner, non seulement à notre clientèle, en termes de qualité de l'expérience, je pense que c'est super important pour garder des gens intéressés à long terme à ton réseau de sentiers. Mais en même temps, au niveau de la gestion des risques aussi, c'est important. Il y a toujours plusieurs côtés à une médaille, là, puis très bien illustré, merci. Exact. Puis comme tu viens de dire, j'aime beaucoup aussi comment tu l'apportes, dans le sens que il ne faut pas oublier qu'on n'est pas les seuls à avoir une augmentation. Je pense que la plupart qui sont ici à soir, en tout cas, là, on a eu des augmentations, mais il ne faut pas oublier que là-dedans, il y en a qui s'initient aussi. Ce n'est pas juste du monde qui revienne à la source, il y a du monde qui s'initie. Fait que si on les plante tout de suite dans un domaine, dans un milieu qui va être, comme on dit, soit pas sécuritaire, pas plaisant, parce que tu es tout le temps poussé dans le cul par quelqu'un qui est pressé, qui veut. La personne n'aura pas le goût. Il ne pognera pas la piqûre, le vélo de montagne, puis c'est pas ça qu'on voulait. Donc, nous autres, en ayant la chance de pouvoir vraiment comparer les heures, de pouvoir compiler tout ça, bien oui, ça nous a donné un méchant bon coup de pouce par rapport à ça, par rapport à tout ce qui est groupe scolaire, camp de jour, groupe corporatif, et ainsi de suite, parce qu'encore là, on a beaucoup de groupes corporatifs, justement, des entreprises qui viennent faire leur party de bureau, quoi que ce soit. Ils veulent venir faire du vélo, mais encore là, c'est la même affaire. Là, les personnes qui peu importe le niveau d'expertise, mais ça permet justement de les mettre dans des bonnes situations, d'aller les mettre dans les bons contextes. Bien intéressant. Merci beaucoup, Sébastien. Pour terminer, je pense que c'est la dernière slide de la présentation, mais juste pour revenir un peu à ce qu'on a dit, important de se faire un plan avant. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un compte, on espère que oui, on s'entend là. Puis moi, comme organisation, j'espère que oui. Étienne, comme entreprise, j'espère que oui. Dans le monde idéal, tout le monde aurait son système de compteur. Si vous ne l'avez pas, l'important, c'est de faire un plan pour savoir qu'est-ce que vous voulez compter et quels sont vos objectifs. Donc, déjà, c'est plus facile à identifier. Ensuite, un programme de comptage, c'est comme un jardin. Si tu plantes ça et tu le laisses aller, ça va donner ce que ça va donner. Alors que si tu t'en occupes régulièrement, tu vas avoir une meilleure récolte. Une petite quantité de données, ça peut avoir un très grand impact, comme on l'a vu un petit peu dans les exemples qui ont été donnés tantôt. Renseignez-vous des fois auprès d'autres gens. Là, Sébastien, tu vas recevoir un paquet d'appels. Savoir comment est-ce qu'on monte ça, un programme de comptage. Je suis désolé, puis en même temps, je suis bien content. On est là pour ça. Vous avez fait ça comme il faut.
Alors, puis en même temps, c'est important d'adapter et de modifier le programme au fil du temps si on se rend compte que les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on espérait, pour peu qu'on ait l'intuition que le produit est là, lui. T'sais. Donc, j'ai le goût de vous dire qu'on va terminer là-dessus. Je vous remercie. C'est une belle petite photo qui vient du parc, en fait. Il n'y a pas de sentier à cet espace-là, rassure-moi. Hein? Bande de protection. Non, effectivement. Tantôt. Mais bien belle shot avec la lumière du jour, super inspirante. Merci beaucoup. Je vais arrêter la présentation juste pour le moment pour terminer l'enregistrement. On va passer à la période des questions. Merci beaucoup.